Own the Future. Jean Lanier, c'est un geek de la vallée, pionnier de la réalité virtuelle, qui a d'ailleurs contribué, c'est pas un hasard, au film Minority Report, et qui a écrit donc Who Owns the Future. C'est intéressant de voir que c'est quelqu'un qui vient plutôt de positions très, très libertaires, de l'Internet ouvert des années 80, qui se rend compte qu'aujourd'hui l'Internet a été capté par un certain nombre d'acteurs et qui, au nom précisément de la décentralisation qu'il prônait il y a 30 ans, c'est quelqu'un qui, le physique reflète ses convictions, puisqu'il y a des dreadlocks, il joue de la sitar, qui maintenant travaille chez Microsoft, et prône aujourd'hui un droit de propriété, c'est pas tout à fait notre proposition, mais je le nuancerai plus tard. Alors d'abord, j'aimerais commencer par un bref éloge du droit de propriété. Nous retrouvons ainsi en termes proudhoniennes, puisque Proudhon est hélas connu pour avoir dit que la propriété c'était bonne. En fait, Proudhon a écrit une théorie de la propriété, où il explique à quel point la propriété est une force révolutionnaire qui permet de résister au pouvoir central et aux oligopoles. Et le droit de propriété, on peut en être fier. Aujourd'hui, on n'en est plus très fier. Et je pense que le débat sur la patrimonialité reflète aussi cet étrange... ce mal à l'aise général vis-à-vis de la notion de patrimonialité. La propriété, d'abord, c'est pas seulement le fait de pouvoir vendre. On a beaucoup caricaturé notre rapport en disant on peut marchandiser ces données. La propriété, c'est pas seulement la vente. La propriété, c'est l'usus, le fructus et l'abusus. Toutes les grandes régulations autour desquelles on tourne et autour desquelles le GDPR est construit portent finalement sur l'usus et sur l'abusus, la possibilité de pouvoir utiliser ces données comme on le souhaite, l'idée d'en abuser, c'est-à-dire de pouvoir les détruire. Et puis, bien sûr, aussi sur la possibilité du fructus, c'est-à-dire de pouvoir les faire fructifier, de pouvoir, si on le souhaite, les monétiser. Ce droit de propriété, ça a toujours été un acquis plutôt révolutionnaire dans des périodes de rupture technologique et sociale. Et vous que la paysannerie a acquis son droit de propriété sur la terre, contre le servage et contre le féodalisme, pour pouvoir précisément vendre les produits du sol. Et c'est aujourd'hui le droit de propriété de la terre est aujourd'hui toujours une lutte dans les pays en développement. Arnaud de Soto on a fait son combat dans les bidonvilles du tiers-monde en disant ce qui manque à ces gens qui se sont installés avec 3 tôles et qui essayent de faire un petit business, c'est un droit de propriété, c'est un cadastre. Et si vous voulez aider le tiers-monde, arrêtez de faire de grands programmes d'aide, mais construisez un cadastre, c'est-à-dire répandez le capital au plus profond de la population pour qu'ensuite les gens puissent avoir un droit assuré sur leur terre, faire hériter, investir, fructifier, bref, rentrer dans le cycle du capitalisme. Ça a été aussi, ça c'est le droit de propriété le plus fondamental, le plus basique, mais il y a aussi le droit d'auteur. Beaumarchais au XVIIIe s'est battu contre ceux qui pillaient ces textes et qui les reproduisaient sans son autorisation. Ça a été, pendant la rupture de la révolution industrielle, le droit de propriété sur les brevets, qui fait que les inventeurs ont pu tirer le fruit de leurs inventions. Le droit de propriété, il s'est toujours étendu à mesure que la technologie progressait et que notre histoire s'est construite. Et donc aujourd'hui, il me semble tout à fait logique de franchir une nouvelle étape et de l'étendre sur les data. Armando de Soto a une belle expression. Il dit le capital qui n'est pas un capital réalisé, la simple possession qui n'est pas soumise au droit de propriété, c'est du capital mort. C'est une capital qu'on ne peut pas actualiser parce qu'on n'a pas véritablement l'usage. Et donc tout son but, c'est de faire transformer ce capital mort en capital vivant. Et c'est ça que je propose pour les data, c'est de rendre à l'individu la valeur qu'il produise, que ce capital devienne vivant, qu'ils puissent eux aussi lutter contre, avant c'était le féodalisme, aujourd'hui c'est les oligopoles, les GAFA, mais lutter d'eux-mêmes, sans avoir besoin de passer par le régulateur. Alors je reviens un peu sur le problème, si je puis dire, sur lequel tout le monde est à peu près maintenant d'accord, et c'est heureux, on le voit encore aujourd'hui avec le scandale de Cambridge Analytica, vous avez sans doute suivi ça, et de l'utilisation, enfin en tout cas de la mauvaise utilisation par Cambridge Analytica des données de Facebook. Le plus intéressant dans l'histoire, et c'était pareil, vous savez quand Facebook avait manipulé les émotions de 700 000 utilisateurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce scandale il y a un an, ils avaient modifié les posts pour voir comment les gens réagissaient aux mauvaises nouvelles. Ils s'étaient aperçus que ça déprimait les gens. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment la peine de faire une étude pour montrer que les gens étaient déprimés quand ils recevaient des mauvaises nouvelles. En tout cas, ça avait fait tout un scandale parce que les utilisateurs de Facebook avaient été manipulés dans leurs émotions. Et en fait, le plus scandaleux de tout ça, c'est la réponse de Facebook qui dit mais c'était légal. Et en effet, c'était légal parce que vous avez cliqué sur votre Terms and Conditions, que vous, évidemment, vous n'avez pas lu, vous n'avez pas compris, et qu'évidemment, vous ne pouvez pas négocier, le fait que Facebook pouvait utiliser vos data à toute fin de recherche, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Je lisais ça ce matin.
La défense de Facebook par rapport à Cambridge Analytica, c'est de dire, mais enfin, on avait parfaitement le droit de communiquer ces données, de mettre à disposition ces data à Cambridge Analytica, et on n'est pas responsable du mauvais usage, parce que cela faisait partie du consent que nous avait donné l'utilisateur en cliquant sur les fameux termes d'utilisation. Donc aujourd'hui, vous vous dépossédez, sans le savoir, en cliquant tous les jours sur des terms and conditions, de vos data. Une étude de Carnegie Mellon University estime qu'un Américain moyen signe près de 1500 terms and conditions par an, ce qui correspondrait à 76 jours de lecture. Les conditions d'utilisation de PayPal sont plus longues que la tragédie de Hamlet. L'utilisateur de LinkedIn confie au réseau social un droit irrévocable, mondial, perpétuel, sans limite ni rémunération de copier, utiliser et revendre toutes les informations qui lui sont confiées. Tout le contenu que vous produisez sur ces plateformes, c'est du contenu que vous donnez. Par facétie, GameStation avait inclus entre les lignes de ses contrats l'abandon de notre âme éternelle. Et sans surprise, 700 utilisateurs avaient conclu ce pacte méphistophélique en une journée. Alors vous me direz, et c'est ce que dit Jean Tirole dans l'économie du bien commun, il y a un passage sur l'hypothèse de la patrimonialité des données, qui encore une fois n'est pas tout à fait nouvelle, et il dit oui, mais bon, finalement, contre cette gratuité, certes illusoire, on nous rend un service. Et donc, quelque part, il y a un échange marchand. Seulement d'abord, c'est du troc. Et moi, je propose qu'on passe du troc au marché via le droit de propriété. C'est du troc parce que quel que soit le contenu que vous... C'est-à-dire, c'est très grossier comme échange. Quel que soit le contenu que vous fournissez, vous avez la même chose en échange, que ce contenu ait beaucoup de valeur ou peu de valeur, sans aucun mécanisme de pricing. Et surtout, ça repose, vous le savez, sur le troisième pilier, qui est la publicité. Ces boîtes-là, ces plateformes ne pourraient pas vivre, ne pourraient pas vous fournir un service gratuit s'ils ne vous reciblaient pas via la pub. Ce n'est qu'un début, puisque dans une lettre de mai 2014 à la Securities and Exchange Commission, Google avertissait que la publicité pourrait bientôt arriver sur les frigos, les pare-brises de voitures, les lunettes ou les montres. Et vous avez sans doute en mémoire cette scène de Minority Report, où grâce à la reconnaissance biométrique, le héros, John Anderton, se voit proposer, en passant dans les couloirs du métro, les pubs qui correspondent à son état d'esprit du moment, s'il a envie d'une bière, s'il doit partir en vacances, etc. Et donc, il me semble que ce contrat que nous signons en cliquant sur ces terms and conditions, c'est un contrat que les juristes appellent volontiers un contrat léonin, c'est-à-dire un contrat nu et non avenu. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 5 clauses qui me dérangent. D'abord, il y a une clause culturelle, le fait que chacun se laisse enfermer dans ce qu'on a appelé la filter bubble, c'est le fait qu'on ne voit que ce qu'on veut voir, qu'on entend que ce qu'on veut entendre, qu'on ne comprend que ce qu'on veut comprendre, et qui renforce la bipolarisation du monde et qui sans doute pose des problèmes politiques. Une clause sociale, parce que nous devenons dépendants de ce que Jérôme Lanier appelle les serveurs sirènes, les monopoles ou les oligopoles. Une clause économique, c'est l'exploitation, l'exploitation de nos données, encore une fois, alors qu'il n'y a eu aucun échange de marché conclu. Une clause politique, parce que je pense que face à ce dataïsme, nous devons regagner ce que Isaiah Berlin appelait un droit à l'errance, right to err, et le droit de s'affranchir de la donnée et des réseaux. Bref. Mais surtout, et c'est là que je vais rentrer peut-être dans un raisonnement plus économique, ce pacte que j'appelle volontiers le pacte softien, de software et de Faust, ce pacte softien que nous concluons avec les plateformes, est vicié par une anomalie fondamentale, c'est qu'aujourd'hui les données n'appartiennent à personne, les données sont res nullius, les données personnelles. Il n'y a pas de droit de propriété sur les données personnelles. Or, il y a un droit de propriété sur les agrégats des données personnelles, c'est-à-dire que les plateformes qui pompent ces données, elles les assemblent dans des databases, et ces databases, parce qu'elles ont fourni un travail, sont soumises au droit de propriété intellectuelle et peuvent être donc monétisées. Donc, sur la donnée brute, il n'y a pas de droit de propriété, c'est là le centre du paradoxe, mais sur la donnée agrégée, il y a un droit de propriété qui permet à Facebook de faire 4 milliards de profits par an. Facebook ne fait pas 4 milliards de profits par an par le service rendu. Facebook fait 4 milliards de profits par le contenu que vous produisez. Et pour moi, c'est un peu comme si l'inventeur du papier touchait toujours les droits d'auteur sur l'ensemble des livres. C'est ce que je veux dire. On estime la valeur des données, je crois d'ailleurs que c'est une étude de Ernst & Young, si je ne me trompe pas, mais enfin ce chiffre tourne beaucoup, dans l'Union européenne à 1000 milliards d'euros d'ici 2020, soit 8% du PIB européen, la valeur des données personnelles. Vous voyez bien que la question de savoir à qui appartient ces 8% du PIB n'est pas une question anodine, ça va être la question centrale de nos économies, et c'est d'ailleurs pour ça que la patrimonialité suscite autant de résistance.
Alors, je vais avoir l'honnêteté de passer en revue les options alternatives à la mienne. Face à ce problème largement partagé, il est intéressant de voir que les différentes philosophies politiques renaissent et que chacun dans son sillon, socialiste, social-démocrate, communiste, nationaliste, libéral, eh bien, élabore de manière plus ou moins sophistiquée des solutions sur la question des data qui correspondent à ces idéologies, preuve d'ailleurs que les idées sont loin d'être mortes. Donc la première option, c'est évidemment celle de touche à rien, que j'appellerais volontiers celle du capitalisme de connivence, et qui a été magnifiquement illustrée par le patron de Criteo il y a un mois ou deux, quand il a écrit une tribune dans les Échos, appelant à un consentement universel de l'utilisateur à l'utilisation de ces données. Et alors comme ça, il n'y a plus de problème. Vous n'avez même plus besoin de cliquer les terms and conditions, vous faites une fois pour toutes, et vous abandonnez l'ensemble de vos datas aux différents acteurs du numérique. Donc, au moins, c'est franc. Ensuite, vous avez la solution de la nationalisation, très prisée en France, qui a été proposée par Pierre Bélanger dans la souveraineté numérique. Et l'idée, c'est de dire ces données étaient res nullius, un peu de zone grise, et bien faisons une res communis, quelque chose qui appartient à tout le monde. Et donc les données vont être centralisées par l'État dans une grande agence des données, encryptées par les services de l'État auxquels il faudra accorder, vous me l'accorderez une confiance un peu exagérée, et ensuite redistribuées aux différentes entreprises, aux différentes plateformes, selon un certain nombre de règles. Ça, c'est l'option donc de la souveraineté numérique, et effectivement, ça redonne à l'État une forme de contrôle, de souveraineté pourrait-on dire, mais le terme est discutable, sur l'utilisation de la data. Ensuite, il y a la proposition socialiste qui avait été ébauchée, alors de manière, je pense, très intuitive, mais assez intéressante par Julien Drey il y a quelques semaines, quand il avait dit sur un plateau, en fait, il faudrait taxer parce qu'aujourd'hui, les géants utilisent nos data sans notre consentement véritable, il faudrait les taxer, et ensuite donner à chaque citoyen majeur une somme de, je ne sais plus, 50 000 euros à 18 ans. Et alors c'est intéressant parce que c'est effectivement la solution socialiste, c'est-à-dire tax and spend, un impôt par le haut, et ensuite une redistribution égale à l'ensemble des citoyens. Et il faudrait affiner la proposition, mais je pense que dans cette logique, ça peut se défendre. Ensuite, vous avez la logique actuelle. La logique actuelle, c'est la logique social-démocrate, qui est de dire on ne touche pas aux questions de patrimoine, mais en revanche, on donne des droits fondamentaux. On va vous donner des droits sur vos données, et on va imposer aux plateformes des obligations. C'est la logique, vous l'avez compris, du GRPD, qui s'inspire d'un terme pas très heureux de la Cour constitutionnelle allemande, l'autodétermination informationnelle. C'est pour ne pas dire droit de propriété, on essaye de nous faire croire qu'il peut y avoir, et on essaye de conférer à l'utilisateur une maîtrise sans propriété, c'est-à-dire le fait de pouvoir déterminer l'usage de ces données sans faire appel au droit de propriété, l'autodétermination informationnelle. Et effectivement, c'est ce que vous trouvez dans le GRPD, le droit à l'oubli, le droit à la portabilité, qui sont de bonnes choses, mais qui restent du domaine du droit de la personne, et qui ne concerne pas et ne veut pas s'étendre au droit des biens. Et puis voilà, vous avez donc une option, l'option libérale, qui est de dire face à un problème, plutôt que de faire tax and spend, on va accorder des droits de propriété et rémunérer chacun en fonction de la valeur produite. Car si l'on veut vraiment la maîtrise de ces données, il y a un instrument de droit qui a été inventé pour ça depuis Rome, qui s'appelle le droit de propriété, et qui marche très bien. Car si les données sont, selon la formule convenue, le pétrole du XXIe siècle, il est temps de se poser la question à qui appartient ce pétrole. Je veux bien payer pour le raffinage, c'est tout à fait normal que Total fasse des bénéfices, que Facebook fasse des bénéfices. Mais celui à qui appartient le champ de pétrole, le producteur primaire, a lui aussi doit avoir la possibilité d'être rémunéré dans cette, et donc de faire véritablement partie de la chaîne de valeur. Alors imaginons donc que cela se fasse et qu'on instaure un droit de propriété sur la donnée personnelle et donc la possibilité, encore une fois je dis bien la possibilité, pas l'obligation, d'une rémunération. Au lieu donc d'un triangle malsain entre l'utilisateur d'un service gratuit, plateforme captatrice de données et publicité génératrice de revenus, apparaîtrait un marché bilatéral plus traditionnel entre un vendeur, vous et moi, et un acheteur, la plateforme, qui évacuerait la publicité du cœur du modèle, et d'ailleurs culturellement ne serait pas forcément une mauvaise chose. Donc on pourrait imaginer que chacun ait une sorte, c'est ce qu'on imagine techniquement dans le rapport, une sorte de compte intelligent
dont les transactions seraient sécurisées par une blockchain, sur lequel nous aurions rentré contractuellement en fonction des différents secteurs, des différentes natures de données, toutes nos exigences. C'est-à-dire, dis-moi par exemple, mes données santé, je veux bien les partager gratuitement pour le progrès de la recherche, etc. Mes données de géolocalisation, je ne veux pas les donner, mais alors c'est moi qui paye. Mes données de e-commerce, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais vous me rémunérez en fonction. Et donc vous rétablissez des équilibres de marché par flux continu de crédit et de débit. Ça peut être des flux donc, sur des nano-paiements, comme dit Gérard Lanier, parce qu'évidemment la donnée, ça vaut un millionième de centime, encore faut-il l'évaluer là-dessus. Mais ces flux continus, ces flux peuvent atteindre eux-mêmes être infinis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous achetez des applications à 0,99 € qui valent des milliards de capitalisation, parce que ça joue sur le nombre et sur le flux. Donc vous voyez, vous pourriez d'un côté dire bah, Facebook doit me payer pour le contenu que je produis et qu'il utilise, s'il continue à l'utiliser de cette manière et que j'y consens. Ensuite, le service qu'il me rend a lui-même un prix. On va faire la différence entre les deux prix. Et si, comme c'est probablement le cas, le service, le contenu que je produis a un prix supérieur au service qu'il me rend, ben c'est lui qui me doit de l'argent. Mais à l'inverse, je pourrais dire, moi je veux accéder à la plateforme sans partager mes données. Par exemple, je veux accéder à Waze sans partager mes données de géolocalisation. Comment marche Waze aujourd'hui? Par la pub, en vous proposant un McDonald's quand vous passez à côté. Et vous êtes obligé de vous géolocaliser pour utiliser Waze qui est entre guillemets gratuit. Bon. Bah, demain, qui est un troc donc très basique, c'est un pub contre je donne toutes mes données. Bon. Et bien demain, dans mon système, vous pourriez dire moi je veux utiliser Waze sans partager mes données, mais à ce moment-là, je suis un free rider. Et à ce moment-là, bah, je dois payer, comme je dois payer tout service. Donc ça y aura, si on trouve un prix de marché pour la donnée, on payera au prix de marché. Je peux dire à l'inverse, moi je donne tout, mais à ce moment-là, je suis rémunéré et je ne veux pas de pub, par exemple. Enfin, tout est possible, si vous voulez, ça sera contractuel. On dirait, oui, mais personne n'aura la capacité de négocier avec ces géants. Et c'est bien pour ça qu'à partir du moment où vous aurez créé un marché par le droit de propriété, se créeront forcément des intermédiaires. Certains peuvent appeler ça des syndicats, on peut appeler ça des coopératives, on peut appeler ça des sociétés de gestion collective comme il en existe pour le droit d'auteur, qui eux rassembleront des millions ou des milliards d'utilisateurs et qui négocieront le prix de la donnée avec les grandes ou les petites d'ailleurs plateformes. De cette manière, la valeur de chacun sera différenciée, suivant votre environnement et suivant les conditions que vous aurez rentrées dans votre compte intelligent. C'est-à-dire, et ne me dites pas oui, mais les plus riches, etc. Parce que quelqu'un en bonne santé comme moi, par exemple, a très très peu de valeur pour une boîte de pharma. En revanche, quelqu'un de moins fortuné, mais en mauvaise santé, a beaucoup plus de valeur pour une boîte de pharma. Un chauffeur routier a beaucoup plus de valeur pour Waze que moi-même. Moi, j'aurais peut-être plus de valeur pour une boîte de pillards, etc. Donc, la valeur de vos données, ça veut dire, ne dépend pas de votre niveau de revenu ou de votre milieu social. Ça dépend de votre environnement et de ce que vous souhaitez communiquer. Et donc, chacun pourra effectuer pour lui-même, si vous voulez, l'arbitrage qu'on nous impose aujourd'hui d'en haut, entre confort et vie privée. Aujourd'hui, on va poser des grands droits qui valent pour tous, en disant, bon, bah, votre vie privée, c'est ça, 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 et ça, vous n'avez pas le droit de l'abandonner. C'est un droit fondamental, et donc on va assurer qu'il vous soit garanti, mais c'est pas vous de choisir. Moi, je dis, bah, en fait, chacun pourra dire, moi, la vie privée, finalement, je m'en fiche, je vis dans le monde de la transparence, je viens tout donner, mais à ce moment-là, payez-moi au juste prix. Ou à l'inverse, vous pourrez acheter le droit à la vie privée, quelque part. Moi, je vais être complètement secret, anonyme, mais je veux continuer à bénéficier de toutes ces jolies applications développées grâce au Big Data. Bah, à ce moment-là, je paye. Et donc, ça devient un arbitrage, si vous voulez, entre confort et vie privée, que chacun peut faire à son niveau et via ses comptes intelligents gérés par des grands intermédiaires. Alors, autre bénéfice de ce système, il a été rejeté par l'option de la paternité a été rejetée par le Conseil d'État dans son rapport de 2014 sur le numérique. C'est un excellent rapport d'ailleurs. Le Conseil d'État voit très très bien de quoi il s'agit. Et une des objections majeures qu'il fait, c'est oui, mais dans ce cas-là, le fisc et la police ne pourront plus avoir un accès aussi facile aux données des citoyens. Pour moi, c'est une excellente chose. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a le droit de propriété, si vous voulez en faire un usage d'intérêt général, ce qui peut être tout à fait légitime, bah, il faut exproprier. Et il peut être tout à fait légitime d'être exproprié, par exemple, de ses données santé pour éviter une grande pandémie, comme on peut être exproprié de
de sa maison pour faire une ligne de train qui va dans l'intérêt général. Seulement, s'il y a expropriation, c'est le juge judiciaire, et non plus le juge administratif qui est de la maison, le juge judiciaire dont la Constitution fait le garant des libertés individuelles, qui pourra vérifier si cette expropriation est oui ou non proportionnelle au motif d'intérêt général recherché. Et il y a fort à parier que s'il y avait une patrimonialité sur les données personnelles, l'article 2 de la loi renseignement, qui fournit toutes vos métadonnées à des algorithmes classés secret défense sur l'ensemble des opérateurs téléphoniques français, ça aurait été invalidé par le juge judiciaire en disant mais ce n'est pas proportionnel à l'intérêt général recherché. Donc pour moi, ce droit de propriété, c'est aussi une garantie face à l'intrusion du pouvoir politique. Alors, tout cela suscite, donc nous avons sorti ce rapport qui est assez étayé quand même sur le plan juridique et technique. Donc, bon, d'abord, il a été très commenté, ce qui est toujours bien, mais il a été à peu près unanimement critiqué. Et je veux vous donner les principaux arguments qui m'ont été opposés. D'ailleurs, en préparant cette conférence, je me suis aperçu que les arguments que j'anticipais dans les feuillets purement théoriques que j'avais écrits correspondent tout à fait aux arguments qu'on m'a opposés à la sortie du rapport. Donc je les passe en revue très rapidement. Comme ça, vous n'aurez pas à me poser la question. Alors, la première résistance est d'ordre technique. On nous dit, alors c'est par exemple ce que Facebook m'a dit quand je suis entretenu avec Laurent Soli, oui, mais une donnée ne vaut rien. Donc c'est de la poussière de centime, voire ça n'existe pas. La seule valeur, c'est l'agrégation. Je réponds, certes, mais regardez pourquoi est-ce qu'un grain de blé vaut quelque chose? Non. Quand vous voyez un grain de blé sur le chemin, ne vous penchez pas pour le ramasser et le mettre dans votre poche en disant je vais l'échanger plus tard. Vous marchez dessus, ça n'a aucune valeur. Néanmoins, pourquoi la tonne de blé a un prix? La tonne de blé n'a un prix que parce que le grain de blé a un prix. Et ce prix, il est infinitésimal, bien sûr. Mais ce n'est que la somme de ces grains de blé individuels qui fait le prix de la tonne de blé. Et donc, même si la valeur de ma data est infinitésimale, même s'il faut lui ôter la valeur que je reconnais parfaitement de l'agrégation entreprise par les plateformes et qui doit être rémunérée, c'est tout à fait normal, eh bien, cette matière première, cette matière brute, cette minuscule donnée, elle a un prix. Et même si ce prix, c'est 10 puissance moins 25, je veux qu'on puisse le chiffrer, parce qu'à partir du moment où vous réintégrerez un processus de marché plus équilibré. Après, on me dit, la donnée, un argument plus sophistiqué que m'a opposé Pierre Bélanger, mais dans la même veine, de dire la donnée, c'est pas qu'elle ne vaut rien, c'est qu'elle n'est rien. Parce qu'une donnée individuelle n'existe que par rapport à d'autres données. Par exemple, si je connaissais tous les agendas de la partie gauche de cette salle, je pourrais déduire qui est à la partie droite, via vos agendas partagés, via votre géolocalisation, etc. Et donc, votre donnée, finalement, elle est toujours quelque chose qui appartient déjà aux autres. Tout l'argument de la res communis, c'est l'idée de la souveraineté numérique et de la nationalisation des data, un argument dangereux, entre parenthèses. À quoi je réponds? On nous a posé la même chose sur le droit de propriété intellectuelle. On nous a dit, il ne faut pas faire le droit de propriété intellectuelle parce que de toute façon, on peut répliquer un livre à l'infini sans créer de tort à quiconque. Et donc, c'est sur cette base que, y compris un certain nombre de libéraux aujourd'hui, refutent le droit de propriété intellectuelle. Et moi, ce qui m'intéresse dans le droit de propriété, c'est le pouvoir d'exclure. Ce n'est pas le fait que l'objet soit unique. Ok, il n'est pas unique, ok, il est partagé. Mais si on me donne le pouvoir d'en exclure l'autre, en disant, bah oui, elle est sur un agenda partagé, ma donnée, mais justement, je ne veux pas que tu puisses la communiquer. Et donc, je ne veux pas pouvoir avoir accès à la deuxième partie de la salle si je connais la première. Et c'est ce pouvoir d'exclure qui est au fondement de la conception libérale de la propriété. Bon. Deuxième forme de résistance, on me dit, et ça c'est plus classique du débat français, oui, mais seuls les riches pourront se payer leur vie privée. À quoi je réponds que d'abord la valeur de la donnée ne dépend pas du niveau de revenu, donc ça on en a déjà parlé, mais aussi et surtout que si on instaure la patrimonialité, on instaure quelque part un droit, la possibilité de payer pour la vie privée, que certes certains ont moins la possibilité que d'autres, mais que ça c'est une question de redistribution. Donc nous intégrons en effet la vie privée comme choix de consommation, donc de toute façon on n'a pas le choix, déjà c'est un peu mieux, mais qu'ensuite la question de la redistribution, c'est-à-dire du niveau de richesse auquel les gens ont accès, est une question à traiter séparément, à ne pas imbriquer avec la question de la valeur de la donnée. On en fait un objet de marché, un objet de consommation. Ensuite, quel est le niveau de redistribution légitime dans une société? Il y a plein de débats ouverts. Nous, on a proposé, il y a 2 ans, on a publié beaucoup de travaux sur le revenu universel. Comment faire un revenu universel? Pourquoi pas intégrer le prix de la vie privée dans le calcul du revenu universel? Mais ce sont d'autres débats que je pense qu'il est sain de ne pas mélanger.
Et puis enfin, et j'arrive un peu au cœur du sujet, il y a une résistance métaphysique de poids qui m'a été opposée immédiatement par la présidente de la CNIL qui savait très bien ce qu'elle voulait dire, puisque la première fois qu'on en a parlé, qui augurait de moult débats que nous avons eu ensemble, elle a dit « Ah oui, mais si on commence à faire ce que vous dites, on va finir par vendre son rein ». Alors, bon, c'est un peu le point Godwin du débat numérique, mais ça a été largement repris. Ensuite, le fondateur du Cozy Club, Tristan Guizot, a posté des photos de rein. C'est pas quand même très sérieux, mais néanmoins, elle a touché un vrai sujet. C'est qu'un certain nombre de juristes vous disent la donnée personnelle est l'émanation de la personne. Or, la personne est indisponible, ne peut être objet de commerce, n'est pas patrimoniale. Vous n'êtes pas patrimonial, votre corps n'est pas patrimonial. Et donc, si on commence à faire de la donnée une propriété, on va finir par faire du corps une propriété et on va finir par devenir le marché de soi-même. Alors, à quoi je réponds? D'abord que c'est un déni économique, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, indépendamment de cette question métaphysique, nos données sont monétisées par les plateformes. C'est les 8% du PIB européen dont nous annonce Ernst & Young. Donc, à partir du moment où c'est une réalité de fait, il est déjà plus protecteur de la personne et de l'individu que de pouvoir lui réattribuer une partie de cette valeur. Et je pense que c'est quand même, dans le contexte d'un débat de politique publique, l'argument le plus fort. Deuxièmement, c'est une option juridique qui n'est pas unanime. Par exemple, dans le rapport, nous avons un long développement juridique qui considère qu'on peut poser la donnée comme un bien meuble. Bon, ça c'est un débat entre juristes, en tout cas cette possibilité existe, c'est-à-dire un bien meuble extérieur à la personne et objet de commerce. Enfin, c'est un peu un procès d'intention parce qu'on nous dit, on oppose, et j'ai vu ça dans beaucoup d'articles de journaux et d'éditoriaux, on oppose les droits de la personne aux droits patrimoniaux, en disant, ah oui, mais non, mais il vaut mieux être dans la logique GDPR, CNIL, parce que là on protège la personne, alors que les libéraux veulent marchandiser, etc. Or, nous n'avons absolument rien contre le GDPR, je ne sais jamais comment il s'appelle, RGPD, voilà. Nous n'avons absolument rien contre le RGPD, d'abord parce qu'il instaure la portabilité, et que la portabilité peut être vue comme une première étape vers la patrimonialité, parce qu'à partir du moment où vous avez accès à l'ensemble de vos données personnelles, le fait de pouvoir les monétiser sera tout à fait la suite logique. Mais surtout, parce qu'on peut évidemment parfaitement concevoir un marché tout en protégeant les droits fondamentaux. On ne touche pas aux droits fondamentaux de la CNIL. On dit, vous avez mis le droit à l'oubli, très bien, on garde le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli n'est pas du domaine du marchand, donc on ne peut pas abandonner son droit à l'oubli. On ne peut pas le mettre en vente, ok, très bien. Mais vous pouvez construire par-dessus ça une couche de marché. Et comme c'est le cas dans nos sociétés, vous avez un certain nombre de droits fondamentaux qui vous sont donnés, la liberté d'expression, etc. Vous ne pouvez pas mettre en vente. Et par-dessus ça, vous avez construit un marché. Enfin, le droit de propriété est un droit fondamental, excuse. En tout cas, c'est ce que dit la Déclaration des droits de l'homme. Donc ça, c'est un peu un procès d'intention et c'est pas très sérieux. C'est aussi ce qu'a dit Denis Oliven récemment en parlant de notre option. Il a dit, ah oui, mais il y a l'option libérale anglo-saxonne, on met tout sur le marché, il y a l'option française, protection de la personne, et c'est pas vrai. Parce que d'abord, la protection de la personne est passée par la propriété historiquement, et c'est d'ailleurs l'Europe qui l'a inventée, pas les États-Unis, le droit de propriété. Et ensuite, parce qu'encore une fois, les deux sont parfaitement compatibles, parce que c'est là-dessus qu'on vit. Et néanmoins, j'irai jusqu'au bout, et là, peut-être moins publiquement, parce qu'il ne faut pas tout lancer dans les débats publics, sinon on ne s'en sort plus. Mais entre nous, j'irai un peu plus loin en disant, finalement, si on continue à prendre cette objection au sérieux, métaphysique de le corps est indisponible, donc la donnée ne peut pas être marchandisée. Moi, j'irai encore un peu plus loin, finalement, mais là, à titre un peu plus personnel et philosophique, en disant qu'il est possible de poser une propriété de soi. Alors là, on a vraiment résolu le problème métaphysique. Ce que les libertariens américains appellent depuis les années 70, depuis Nozick, la self-ownership. Depuis Locke, d'ailleurs. C'est Locke le premier qui a dit « I own myself ». Hein, et que donc là, ça change, concernant les termes du débat, aussi sur d'autres sujets comme les biotechnologies. Bon, je pourrais développer longuement ce point qui m'intéresse beaucoup, mais on n'a pas le temps. Alors, à partir de là, que faire? Donc là, je conclue, hein, ça va être très rapide. D'abord, il y a de vrais choix politiques à faire. On ne peut pas se contenter de dire, comme j'ai entendu là ce matin, chaque entreprise va faire des choix éthiques, etc. Ce sont des choix politiques. Qui appartient au capital? Ce n'est pas un choix éthique qu'on va mettre dans la RSE, c'est un choix sérieux de politique publique et de droit. Et je ne crois pas qu'on puisse le régler par la responsabilité des acteurs, etc.
Parce qu'on nous embobine un peu avec l'économie du partage. C'est d'ailleurs ce que m'avaient répondu les gens de Facebook. Ils disant, oh, mais regardez, c'est formidable, on partage, c'est collaboratif, c'est social, c'est solidaire. C'est pas vrai. L'économie du partage est un uber-capitalisme où tout devient marché. Simplement, on prive l'utilisateur, le producteur premier de la matière, de sa rémunération. Donc cette rhétorique de l'économie du partage est une rhétorique inventée par la Silicon Valley pour vous faire croire qu'on n'est pas dans un mode d'économie ultra-capitalistique. C'est faux. Simplement, du coup, si on est dedans, la question est de savoir à qui appartient le capital. Et donc, je pense que dans ce combat, bon, aujourd'hui, évidemment, ça heurte un peu parce que c'est nouveau, que le GDPR, ça a déjà été très compliqué pour tout le monde, je ne pourrais pas en rajouter, s'il vous plaît. Mais je pense qu'on ne peut pas y échapper, que c'est un vrai débat de fond sur l'état de notre droit. Bon, deuxièmement, c'est un débat mondial, parce que comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, c'est parti côté Jérôme Lanier. Un papier de recherche a été publié quasiment concomitamment avec la publication de notre rapport par Jérôme Lanier et Glenn Weil de Microsoft, ainsi que des chercheurs de Stanford, qui vont exactement dans le même sens. D'ailleurs, les deux ont co-signé la tribune que nous avons publiée, nous, dans le monde. Ils sont tout à fait d'accord sur l'approche, mais eux traitent la donnée comme travail, comme labor, alors que nous, on la traite comme capital. Ils ont une approche qui paraît un peu plus socialisante dans les termes, notamment ils parlent de syndicats, nous on parle plutôt de sociétés de droit, de gestion de droit, pour parler des intermédiaires de collecte de data. Mais enfin, grosso modo, c'est quand même la même chose, c'est-à-dire vous devez être rémunéré, si vous devez être rémunéré pour votre capital, pour votre travail. Bon, en un sens, c'est un débat théorique, à partir du moment où on reconnaît que vous devez être rémunéré pour la data produite. Ce que je vois, moi, c'est que, d'abord, l'histoire de Labor pose un problème sur, par exemple, les données de géolocalisation. C'est quand même difficile de prétendre que les données que vous renseignez, je veux bien, mais c'est quand même difficile de prétendre que la géolocalisation, c'est du travail. Simplement parce que c'est l'inverse, d'ailleurs, c'est parce que vous avez eu la paresse d'enlever la géolocalisation sur votre téléphone après avoir pris un taxi. Donc, du coup, je trouve que c'est plus bon. Enfin bon, c'est un débat relativement marginal, mais tout ça pour dire que leur papier a été repris en pleine page par le FT, par des économistes, et que ce débat, il est mondial, il commence à naître aux États-Unis. Contrairement à ce que j'entends, les États-Unis ne sont pas devant, avant ou différents de nous sur la question, c'est exactement pareil, la data n'est pas patrimoniale là-bas, et c'est une question pour le monde occidental en général. La Chine, évidemment, n'a pas tellement son souci. Ensuite, vous me direz, oui, mais les entreprises. Alors, je dirais que pour les entreprises, évidemment, pour les pures plateformes, les purs marchés bifaces, comme dit Tirole, ça va être un peu compliqué. Pour Facebook, je veux bien comprendre que ça remette en cause une partie de leur modèle économique. Mais en revanche, pour plein d'autres entreprises du numérique, ça peut au contraire être une bonne chose. D'abord parce qu'en un sens, les entreprises vont avoir le choix entre une judiciarisation extrême, avec GRDP puissance 10, puisqu'on prépare déjà la deuxième mouture, avec de plus en plus de droits et d'obligations soumis à des amendes de plus en plus fortes, et où il y a avec tout un tas d'activistes qui vont faire des procès parce qu'on a mal utilisé mes datas, etc. Et donc ça va finir par coûter très cher. Et je dis aux entreprises, vous feriez mieux de les acheter, ces datas, et ensuite, dans le respect des termes contractuels, vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, ça permet aussi, c'est un argument que j'ai entendu après la sortie du rapport, en discutant avec les gens, de produire de la data propre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes rémunéré, l'entreprise peut aussi vous demander, enfin, vous poser un certain nombre de conditions pour que la data produite soit une data qui soit mieux utilisable pour elle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que suite à cette publication, je reçois un mail par jour d'un entrepreneur qui me dit « Ah, c'est formidable, je suis en train de faire ça. » Que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs. Et donc je suis en train de prévoir un système pour monétiser, alors qui les datas d'agriculture, la Green Tech, qui les datas de santé aux États-Unis notamment, parce que les scans ça coûte très très cher. Et donc j'ai le sentiment que en fait c'est en train de se faire, ce dont je parle, et que comme souvent la tech pousse le droit, et que la monétisation elle est en train d'advenir, et que le jour où on la posera en droit, ça permettra de le faire à beaucoup plus grande échelle. Enfin, j'avais un peu passé sur la question du chiffrage. Effectivement, la question du chiffrage que vous la data, parce qu'on me dit oui, mais ça ne vaut rien, ça ne rapportera rien aux gens, vous faites tout ce grand dispositif pour quelques poussières de centimes. C'est une vraie question, mais aujourd'hui, personne n'en sait rien. Ni ceux qui me font ce reproche, ni moi-même. Ça n'a pas été mesuré. Donc là, nous avons entrepris une seconde étude avec un chercheur de la Two School of Economics et puis différents thésards pour essayer de pricer la data. Voilà, pour essayer de trouver le prix de marché de la data, et quelle data, et en fonction de quoi, etc., pour répondre à cette question. Donc voilà, et je conclurai en disant que
ce débat déborde largement les cadres économiques, que pour moi le droit de propriété c'est une question de justice, je veux dire de justice sociale, et que ça nous apparaîtra complètement évident dans 10 ans, comme le droit de propriété de la terre, le droit de propriété des idées, le droit de propriété des livres nous paraissent évidents aujourd'hui, et qu'il est temps de s'ouvrir à cette question. Merci.